Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon portefeuille PEA pour 2025. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, on commence tout de suite avec mon portefeuille Stock Picking 2025 en PEA. Donc, dans cet article, je vais vous présenter la répartition de mon portefeuille et pour chaque ligne, je vais vous présenter la thèse d'investissement qui m'ont fait sélectionner l'action. Chaque thèse d'investissement détaillée se retrouve dans le blog dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et, pour chacun de ces titres, je suis les publications, j'émets une thèse d'investissement détaillée et je regarde également les publications des concurrents. Donc la répartition de mon portefeuille se présente comme suit. Déjà, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas énormément de lignes et je m'autorise à être concentré sur ce portefeuille parce qu'en fait, c'est une poche de mon portefeuille global. Donc le stock picking, ça doit être 25-30% de mon portefeuille global. Donc ça me permet d'être concentré sur chaque ligne dans cette poche stock picking. Et je suis à l'aise en étant concentré puisque je me bâtis une conviction d'investissement en lisant les rapports financiers de l'entreprise, les publications, en analysant l'entreprise. Évidemment, il arrive de me tromper et je me suis trompé. Donc je vais vous présenter les cas aussi où je me suis trompé évidemment. Et sur le long terme, je bâtis aussi ma conviction en me disant que mes succès sont plus importants que mes échecs. L'avantage quand on investit en action, c'est qu'un échec, son poids diminue dans le portefeuille. Donc, sauf si on a une mauvaise stratégie, que systématiquement on est mauvais dans sa sélection. Normalement, si on arrive on a un meilleur taux de succès que d'échec sur le long terme, eh bien, le portefeuille s'apprécie. Si vous souhaitez accéder à mon portefeuille complet, donc avec la poche ETF, fonds d'actions et crypto-monnaies, vous pouvez le télécharger via le lien qui se trouve en description de la vidéo et qui se trouve également dans cet article. Là, vous aurez accès à toutes mes positions et également les thèses d'investissement de chaque position sur les ETF et fonds d'actions et crypto-monnaies. On commence tout de suite avec le détail du portefeuille. La première position de ce portefeuille, c'est Pernod Ricard. La deuxième, c'est Morel et Prom. Troisième position, Moury Construct. Quatrième, Jacquet Metal Service. En cinquième, on a Vicat. Ensuite, des plus petites positions, on retrouve Téléperformance, IDI, Institut du Développement Industriel, et Ruby. Et je m'autorise à n'avoir pas de cash, je fais pas de market timing, je me base sur ce que dit William Higgins, qui, d'après une étude, d'après lui, en citant une étude, il dit que il vaut mieux pas faire de market timing parce qu'on est sûr de sous-performer le marché si on a une poche de cash et qu'on n'est pas investi systématiquement. Donc j'applique cette discipline à ce portefeuille. On va passer à la thèse d'investissement de chaque ligne. Alors, par taille de position décroissante, on commence avec Pernod Ricard. Donc sur Pernod Ricard, moi je jouais le fait que au moment où j'ai investi, sur 2023-2024, on était sur un bas de cycle. En effet, il y a eu un fort cycle haussier post-déconfinement en 2022-2023. La croissance était énorme sur tous les acteurs des spiritueux, et notamment Pernod Ricard. Et ensuite, on a eu une brutale normalisation avec la Chine qui était en stagnation, mais aussi les États-Unis et l'Amérique du Nord en global qui étaient en déstockage, puisque donc la consommation a commencé à ralentir à cause de l'inflation notamment. L'idée, c'était de me dire que, en tant que numéro 2, Pernod Ricard était bien situé grâce à son mix produit et mix géographique pour passer numéro 1 devant Diageo. En effet, Pernod Ricard est très bien positionné en Inde qui a un marché en très forte croissance. Donc je joue le fait que Pernod Ricard passe devant Diageo. Et d'autre part, en bon investisseur value, même si c'est pas un dossier value, je m'étais dit que je pouvais profiter d'une décote sur les multiples du titre. Donc tous les acteurs des spiritueux, la plupart en tout cas, ont des multiples élevés en temps normal parce que c'est vu comme une industrie très défensive. C'est peut-être pas le cas, mais bon. En tout cas, Pernod Ricard était valorisé au moment où j'ai investi au niveau de la crise de 2012, donc la crise des dettes souveraines. Et je m'étais dit que en fait ce multiple d'entrée était très intéressant parce que sur le long terme, si on a un bon prix, on a ensuite une bonne appréciation du cours de l'action et les dividendes qu'on peut investir et ce qui font un rendement quand même assez intéressant. Eh bien, je me suis trompé sur le timing. Pour l'instant, je conserve ma position entière, mais je me suis trompé sur le timing. On est maintenant à une valorisation au niveau de la crise de 2008 pour Pernod Ricard et pour les autres acteurs du secteur. Maintenant, peut-être que c'est justifié, que le marché a raison d'être pessimiste et que la croissance ne va pas reprendre de sitôt. Donc moi, je guette tout signe de reprise de la croissance. Le management est confiant sur une croissance de 4 à 7% sur le long terme. Je fais confiance au management pour l'instant. Maintenant, s'il y a, par exemple, un profit warning ou une publication décevante
pour le prochain trimestre. Dans ce cas-là, je commencerai à couper ma position parce que en fait, il y a des meilleures opportunités ailleurs et si le marché ne repart pas, le cours de l'action ne va pas se réapprécier. Mon objectif très long terme, on va dire 3 à 5 ans, si ma thèse d'investissement se vérifie, c'est d'aller jusqu'à 210 €. Mais on verra si ce cours est atteignable. Deuxième position du portefeuille, c'est Morel & Prom. Donc Morel & Prom, c'est un spécialiste de l'exploration-production du pétrole et du gaz, donc surtout le pétrole. La particularité de Morel & Prom, c'est qu'elle opère quasi exclusivement dans des zones géographiques assez risquées. Elle est très présente au Congo et en Angola. Elle a des participations aussi au Venezuela. Donc l'idée, c'est de se dire, on joue le fait que le marché dévalorise trop l'entreprise par rapport à ses risques. Donc il y a deux conditions il y a deux causes qui font que les multiples sont bas. Déjà, on est sur une entreprise qui est pas ESG, donc c'est comme Total. On met des multiples tout pourris sur ces entreprises parce qu'on se dit que la transition énergétique va avoir lieu rapidement et qu'on n'aura plus besoin de pétrole. Ça reste à prouver. Pour l'instant, il y a toujours besoin de pétrole. Pour l'instant, le marché est à peu près équilibré entre l'offre et la demande. Il me semble qu'on a un excédent d'offres de seulement 1 million de barils jour. Donc ça, c'est quelque chose à suivre dans les rapports de l'AIE. Mais bon, sur Morel & Prom, l'idée, c'est de se dire que si on reste dans la zone du prix actuel pour le pétrole, entre 80 et 60 $ le baril de Brent, le groupe devrait réussir à générer des free cash flow toujours plus importants. Et même à un multiple constant, on arrivera à faire en sorte que on aura une appréciation du cours de l'action, tout en ayant le dividende qu'on peut réinvestir dans le cours de l'action. Par ailleurs, on a aussi un élément clé sur cette entreprise, l'actionnaire majoritaire. Donc ça peut être défavorable, mais moi je pense que c'est favorable. L'actionnaire majoritaire, c'est Pertamina, c'est le groupe pétrolier indonésien, et donc il apporte son soutien financier à Morel & Prom si, par exemple, il y a besoin de prendre de participation dans une autre entreprise ou d'investir. En plus, l'avantage de Morel & Prom, c'est qu'ils sont complètement désendettés, donc il y a même pas de risque sur le bilan. En cas de coup dur, on n'a pas besoin de faire d'augmentation de capital, par exemple, et on n'a pas de risque que les créanciers demandent un remboursement anticipé. Donc Morel & Prom, on joue un maintien des cours du pétrole à ce niveau-là, et dans ce cas-là, on devrait arriver à atteindre un objectif de cours de 7,50 € sur un horizon 12-18 mois, à mon avis. Mouri Construct, là c'est un autre style d'investissement, on est ici sur un dossier plutôt multi-bagueur. Alors, c'est une entreprise belge de construction et d'ingénierie, et elle a un modèle d'affaires qui est très intéressant, puisqu'elle a un besoin en fonds de roulement négatif, c'est-à-dire qu'en fait, elle encaisse ses clients avant de débourser de l'argent pour payer ses fournisseurs, et donc elle fait travailler cet argent, ce qui lui rapporte du rendement financier via ses placements de trésorerie et ses détentions d'actions, parce qu'ils peuvent investir eux aussi en actions. L'avantage de l'entreprise, c'est qu'elle est très décotée, 9 fois les bénéfices, alors qu'on a une croissance régulière et on a une rentabilité assez élevée de 25% en termes de retour sur fonds propres, donc ça c'est très bon. Le bilan est en acier trempé, puisque on est sur la moitié de la capitalisation boursière en cash. Donc on a un coussin énorme, et donc on bénéficie en plus, même si on est sur un secteur cyclique, d'une part de l'activité non cyclique. Je m'explique. Mouri Construct bénéficie de commandes publiques. Donc quand il y a des plans de relance, notamment le plan de relance européen, Next Gen EU, il me semble, eh bien Mouri Construct pour répondre à des appels d'offres, bénéficier de ces aides pour construire des bâtiments à la demande d'acteurs publics. Donc ça permet de se décorréler du cycle résidentiel qui est pas fameux en Europe actuellement. Donc Mouri Construct, pour moi il n'y a pas d'objectif de cours, car c'est un potentiel multi-bagueur. Pour l'instant j'ai une plus-value d'à peu près 90%, c'est l'action que je détiens le plus longtemps. Autre point sur l'action, elle est très peu liquide. Pourtant c'est une capitalisation boursière assez quand même importante, à 200 millions d'euros. C'est une small cap, mais la liquidité n'est pas au rendez-vous parce que en fait elle est cotée au double fixing, elle est majoritairement détenue par la famille Mouri, donc il y a peu de flottants, et donc il n'y a pas beaucoup de fonds qui peuvent s'intéresser à ce type d'entreprise, mais il y a le fonds Europe d'indépendance AM qui est actionnaire depuis longtemps de l'entreprise. Donc ça c'est aussi un signe de confiance dans le management, et je pense que voilà, sur le très long terme, on aura un multibagueur sans trop de problèmes. Jacquet Metals, on est à l'opposé dans le style d'investissement. Ici on est sur une cyclique profonde, donc l'idée pour cette entreprise qui opère dans la distribution d'acier spécial, c'est de jouer la reprise du cycle de l'acier. Donc actuellement on est sur un bas cycle, parce qu'il y a des surcapacités chinoises qui sont exportées en Europe. Il peut y avoir d'ailleurs une opportunité si jamais il y a des barrières douanières qui sont imposées par l'Europe sur l'acier chinois. Dans ce cas-là, ça réappréciera tout le secteur de l'acier. Donc pour Jacquet Metals, l'important c'est de bien gérer
ses stocks et de bien anticiper la demande client, l'excès ou le déficit de demande client pour bien gérer ses stocks. Et donc, il y a une technique quantitative pour rentrer sur ce genre de dossier, c'est on regarde est-ce qu'il y a une décote sur les actifs tangibles et est-ce qu'il y a une décote sur est-ce qu'il y a une surcote sur les multiples de valorisation, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des bénéfices qui sont cycliquement, les bénéfices 12 derniers mois qui sont cycliquement hauts. Les deux conditions étaient remplies pour Jacques Metals, on cote à la moitié des stocks, de la valeur des stocks, donc il y a un coussin de sécurité sans problème, et là mon timing n'était pas si mauvais parce que je suis actuellement en plus-value et le cours commence à rebondir sur Jacques Metals. Donc l'idée c'est de jouer la réduction de la décote, le fait que la capitalisation boursière remonte au niveau au moins des stocks, voire plus, et pour pouvoir bénéficier de l'effet momentum. Donc à partir de 25 €, je commencerai à alléger ma position sur Jacques Metals. Vicat, c'est un dossier cyclique, mais à mon avis beaucoup moins cyclique que Jacques Metals, donc il dépend du secteur de la construction résidentielle dans les pays où l'entreprise opère. Vicat, c'est un acteur du ciment et du béton et des granulats. L'avantage de ces entreprises, c'est qu'elles ont des monopoles locaux, parce qu'en fait les matières premières qu'elles déplacent sont très lourdes, et donc c'est pas économiquement efficient de déplacer ces matières premières, de les exporter. C'est pas ces matières premières, c'est ces matières, leurs produits finis. Donc ça permet d'avoir un moat géographique, et donc de protéger, d'avoir une barrière à l'entrée, puisque ça sert à rien de mettre une cimenterie à côté d'une cimenterie qui existe déjà, on sera jamais rentable, puisque le temps qu'on remonte la courbe d'expérience, l'autre entreprise l'aura déjà descendu, l'entreprise l'aura bien descendu, donc aucun risque qu'il y ait de la concurrence. Donc l'idée c'était aussi quantitativement d'avoir un bon timing sur Vicat, et c'est ce qui s'est passé. J'ai acté une bonne partie de ma plus-value sur Vicat. Je suis rentré à un cours de décote sur actifs tangibles, c'est-à-dire qu'on se payait moins que les usines, les stocks, etc., uniquement, que ce qui est tangible. Et on a en plus une décote très importante sur les flux, avec un multiple de free cash flow assez bas, entre 5 et 6 de mémoire. Le rendement du dividende est à 6%. Et en fait, on est dévalorisé par le marché parce que c'est pas une activité ESG. La cimenterie émet beaucoup de CO2, donc ils doivent acheter des droits carbone sur le marché du carbone. Et Vicat en a pour pouvoir opérer sur le très long terme, et au pire ils peuvent en acheter s'ils en ont besoin. Donc l'idée ici, c'est même à multiples constants, on va jouer l'augmentation des bénéfices, et c'est ce que prévoit le management pour 2024, et à mon avis ils sont en bonne position vu les dernières publications pour atteindre l'EBITDA, un niveau d'EBITDA record comme ils prévoyaient. Donc même à multiples constants, on va pouvoir avoir une augmentation du cours, et je commencerai à m'alléger sur Vicat à 42 €. Téléperformance, ça c'est l'autre déception de ma sélection avec Pernod Ricard. Donc Téléperformance, la thèse d'investissement, on est sur un marché qui est disrupté. Donc la principale activité de Téléperformance, qui est en train de mourir d'après le marché, c'est les call centers. Il y a aussi une autre activité, service spécialisé, qui a une plus forte valeur ajoutée et une plus forte marge. Donc l'idée ici, c'était d'être contrariant par rapport au marché. Donc en général, on dit de ne pas aller dans le sens inverse du marché, ou en tout cas le faire avec une petite partie du portefeuille. J'en ai fait un peu les frais, parce que j'ai quand même allégé avec une moins-value de 25 à 30%. L'idée, c'était de me dire que le marché va trop vite, que la disruption par l'IA ne se fera pas non plus dans les 3 à 5 ans, et que du coup, Téléperformance continuera à pouvoir générer des free cash flow records. À l'heure actuelle, on est toujours en bonne voie pour générer un free cash flow de 1 milliard d'euros, il me semble, sur l'année 2024. Et le management vise une croissance de 2 à 4% sur l'année 2024, en pro forma, avec l'intégration de Majorel. Donc, il y a de bonnes chances qu'on arrive quand même à délivrer la croissance qui était prévue, et le niveau de free cash flow qui était prévu. Si jamais on a une bonne publication, à mon avis, les vendeurs à découvert qui sont très présents sous ce titre vont devoir commencer à se racheter. Et là, ça va provoquer une accélération du cours et un redressement très rapide des multiples. Jusqu'à présent, cette thèse d'investissement n'a pas du tout payé. J'ai un peu lâché l'affaire à cause du coût d'opportunité, parce que tant que le marché ne veut pas réévaluer l'entreprise, eh bien, on passe à côté d'autres opportunités. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en fin décembre, j'ai commencé à alléger ma position. Il me reste un quart de position sur Téléperformance, et c'est à ce moment-là que je suis allé vers Morel et Prom, et c'était une bonne décision, puisque la position sur Morel et Prom commence à bien payer. Si jamais la publication annuelle est bonne et que les vendeurs à découvert commencent à se racheter, je pense que je reviendrai sur le titre. Ruby, donc là on était sur un dossier value assez classique. Donc c'est pas une activité cyclique du tout. Enfin c'est un peu cyclique, mais comme on fait de la distribution, c'est beaucoup moins cyclique que la production d'énergie.
l'idée c'était de jouer une value classique ou avec des multiples assez décotés qui étaient mal perçus par le marché car jugés non ESG, mais en fait Ruby n'a pas de, même avec l'activité traditionnelle, n'a pas de problème ESG puisqu'ils ne produisent pas de pétrole. La seule source d'émissions de carbone qu'ils ont c'est le transport, mais c'est pas conséquent. Le management a voulu jouer un peu à la revalorisation des multiples grâce à un profil plus ESG. Donc pour ça, ils sont allés vers une stratégie d'énergie renouvelable. Donc ma thèse initiale d'investissement était, l'activité traditionnelle, elle va continuer à générer des free cash flow. Il y a un dividende qui est énorme sur Ruby, donc je vais encaisser mes dividendes, les réinvestir éventuellement et profiter pépère et voir si l'activité transition énergétique photovoltaïque avec Photosol commence à payer. Cette thèse d'investissement a été invalidée, si bien que en fait on a eu des actionnaires activistes qui ont voulu rentrer sur l'action. Donc ça s'est passé au printemps-été 2024. Avant l'Assemblée générale, on a eu des franchissements de seuil qui obligent à faire une publication sur AMF par Vincent Bolloré, Patrick Molis et Ronald Saman, qui finalement voulaient prendre le contrôle du conseil de surveillance et essayer de dégager la commandite. Ça n'a pas marché. Donc en fait, avant l'AG, il y a eu une forte spéculation sur les titres qui a beaucoup monté. Donc c'est à ce moment-là que j'ai acté la moitié de ma plus-value. Donc j'ai soldé la moitié de ma position. Durant l'AG, où il y a eu des résolutions, surtout par Patrick Molis, pour essayer de mettre ces gens au conseil de surveillance, ces résolutions ne sont pas passées. On a eu par contre Ronald Saman qui a été élu au conseil de surveillance. On verra s'il a de l'influence. Le cours est retombé, mais pas au niveau auquel j'étais rentré. Donc il est retombé un petit peu. Et puis il y a eu un profit warning fin décembre parce que la stratégie Photosol ne marche pas et donc l'activité traditionnelle elle souffre aussi régulièrement de problèmes sur les effets de change et du coup elle a un problème de génération de free cash flow à cause de ça. Après profit warning, on est revenu à un plancher de 22 €, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai coupé encore en deux ma position, donc là il me reste un quart de position, et maintenant la thèse d'investissement que je joue sur Ruby, c'est la prise de contrôle du groupe ou la vente. Et dans ce cas-là, en fait, à l'heure actuelle, la somme, la totalité du groupe vaut moins que la somme des parties. Donc s'il y a une vente du groupe à la découpe, eh bien il y aura de la création de valeur pour l'actionnaire. Donc c'est ça que je joue éventuellement sur Ruby. En attendant, je pense pas que le cours puisse aller beaucoup plus bas. On a quand même un groupe qui est rentable avec une décote assez conséquente. Donc le seul risque qu'on a, c'est à mon avis un coup d'opportunité sur Ruby. Voilà. La dernière position, la plus petite, c'est IDI, donc une petite société cotée du private equity. Donc ça, ils ont un historique assez long de création de valeur, depuis 94 il me semble. Le cours de l'action s'est beaucoup apprécié, il y a un dividende qui est intéressant, ils sont des experts du LBO et puis du coup du rachat d'entreprises privées. L'idée ici c'est de jouer un multibagger. Maintenant le problème c'est qu'ils sont très exposés à la France, mais le management est compétent et il est très prudent à l'heure actuelle, ils font pas n'importe quoi dans les investissements, donc pour l'instant je conserve ma position qui est du fonds de portefeuille et j'ai pas d'objectif de cours parce que j'ai bon espoir que ça soit aussi un multibagger. Conclusion de la présentation de mon portefeuille. Donc cette présentation est à titre informationnel seulement. Si vous voulez creuser les divers dossiers, vous pouvez lire les articles de ce blog et également aller regarder les vidéos de chaque playlist dédiée sur la chaîne YouTube. Faites vos propres recherches également, bâtissez-vous votre propre conviction si vous êtes intéressé par ces titres. Consultez aussi des avis divergents sur le titre, c'est très important pour vous faire votre conviction. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différents titres. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.